Quand une femme ne veut pas un enfant, elle ne le sent pas comme un enfant. Elle sent ça comme un piège monstrueux qui va se refermer sur elle, sur sa vie, sur sa liberté. Elle n'a qu'une idée, croyez-moi bien, obsessionnelle, c'est ouvrir le piège et en sortir. C'est la seule idée qu'elle a. Et c'était la mienne. Mais au même moment, il y avait ce procès de Mochnine où j'étais désignée comme avocate. Alors, j'avais commencé d'avorter. Je dis commencer parce qu'à l'époque, et en Tunisie, j'avais été trouver une faiseuse d'ange, comme on dit, qui m'avait mis une sonde. Et puis avec la sonde, on se promène. Et j'étais allée aux audiences de ce procès qui était très long. Il a duré, je crois, 10 à 12 jours. Pendant plusieurs jours, je n'avortais pas. Je retournais le soir voir la faiseuse d'ange qui me disait « Attendez », une fois elle m'a changé de sonde. Et pendant ces journées, pour moi, ont été des calvaires, parce que je souffrais beaucoup, puis j'étais debout. J'étais debout parce que les témoins défilent à la barre, j'étais là à la barre debout, et je chancelais à un certain moment. Et je tenais le coup un certain nombre de jours. Et je regardais, là, moi, alors que j'avais une espèce de brouillard devant les yeux, je regardais vaillant, costaud, fort, sûr de leur avenir. Moi, je n'étais pas sûre du lendemain. Je ne savais pas si le lendemain, j'allais être encore à cette barre ou même vivante. Je regardais mes confrères hommes et je me disais, mais où est l'égalité? Est-ce qu'il n'y a pas déjà une injustice fondamentale dans le fait que eux n'auront jamais ce problème et que moi, je suis là en train d'avorter clandestinement, je dis bien parce que si j'avais avorté autrement, le problème ne se serait pas posé. Je suis là d'avorter clandestinement, ce qui, d'une manière un peu confuse, me faisait entrevoir que j'étais l'avocate, mais que j'étais aussi une criminelle, puisque vous n'avez pas le droit d'avorter. Je me disais, j'ai là un pouvoir fantastique, ces hommes peuvent être condamnés à mort, et d'ailleurs ils l'ont été, et je suis là pour essayer de les tirer. Enfin, je peux leur sauver la vie. Je peux en tout cas exprimer ce qu'il y a de plus digne dans leur lutte, leur lutte pour l'indépendance, leur dignité de militant. J'ai un pouvoir fantastique, et moi, sur moi-même, je suis dépourvue de ce premier pouvoir qui consiste à décider si oui ou non je veux procréer, je veux un enfant. Et là, si vous voulez, je me suis rendu compte, je sais pas, brusquement, tout m'est apparu dérisoire. Être avocate, parler, je me disais, je suis livrée. Je suis sans pouvoir, je suis livrée à une fatalité physiologique, et par conséquent, ça n'est pas juste. Combien de fois l'ai-je entendu, moi, dans des débats sur l'avortement et la contraception, j'ai entendu des hommes, mais si vous donnez à la femme la contraception, et si vous donnez l'avortement et l'éducation sexuelle, mais alors, elle va devenir comme nous, elle va avoir les mêmes droits que nous. Et je lisais dans les yeux de ces hommes et dans leurs propos une énorme angoisse. L'angoisse de savoir que dans un couple, on peut avoir son égal, et que par conséquent on ne peut plus se réaliser soi-même dans ce lien de domination, dans ce rapport de domination de la femme. Que la femme a tellement été conditionnée comme devant être l'autre par rapport à l'homme, la relative, la féminine. Méfiez-vous quand on parle de féminité. Moi j'oppose, si vous voulez, la féminitude de la femme, un peu comme on dit la négritude. Ça veut dire un ensemble de ce que nous sommes, de nos valeurs, de nos manières d'être, de mon moi de femme, qui n'est pas forcément défini par rapport à l'autre, qui lui a une majuscule. Un peu effacer la relativité, un peu ne plus être l'image, le reflet, mais être soi-même. Être une femme, c'est-à-dire un individu à part entière, de la même manière que l'homme l'est, avec les différences qui ne peuvent pas être source d'infériorité, parce que c'est là un petit peu le piège et l'escroquerie. On vous dit, mais vous admettez bien que vous êtes différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, d'une certaine manière, tant mieux d'ailleurs. Moi, pour rien au monde, je ne voudrais être un homme. Il faut que les femmes qui sont arrivées racontent exactement comment elles sont arrivées, mais tout, sans honte, sans crainte, même qu'elles aient le courage de faire une espèce d'autocritique. Tel jour, oui, j'ai dû céder sur ce point. J'ai dû me rendre compte que j'avais une arme qui n'était pas celle, l'arme du pouvoir, du savoir, de la discussion, l'arme qu'on donne classiquement aux femmes, et j'ai dû peut-être même inconsciemment l'utiliser. Ces femmes doivent le faire parce que je ne connais rien de pire qu'une femme arrivée
qui se désolidarise des autres femmes. Une femme arrivée, je crois que son rôle fondamental, prioritaire, c'est de parler, de dire sa propre expérience, pas pour se raconter, mais pour qu'il soit clair que ça n'a pas été si simple d'arriver. Et ensuite d'être aux côtés de celles précisément qui ne peuvent pas s'en sortir.